Donc, après un plantureux repas, nous allons passer à la deuxième partie, beaucoup plus, sinon courte du moins, avec seulement 2 communications par la suite de différents désistements. Nous sommes ravis d'abord d'accueillir Julie, que vous avez déjà entendue, et vous avez remarqué l'habileté diabolique avec laquelle elle joue le rôle de la présidente. Moi, j'avoue mon incompétence un peu par rapport à ça. Donc Julie est pour l'heure à Caen, à l'université de Caen, comme maître de conférence, bien entendu, et par ailleurs, peu à peu, à notre grand plaisir, elle se consacre presque entièrement actuellement à l'œuvre d'Alexandre Dumas, après avoir parcouru d'autres territoires, entre autres un livre que je lisais récemment sur Dumas, mais auquel s'ajoutaient Théophile Gautier et Barbey de Révilly, travail remarquable de précision et de concision. Donc, personne de qualité, donc je ne doute pas que la communication sera aussi de qualité. À vous. Bon, je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer sans masque. C'est une situation de communication qui est devenue inhabituelle. Alors j'espère que je ne vais pas être paradoxalement handicapée. Et je vous prie de m'excuser aussi parce que je pensais arriver presque à la fin d'une longue journée très bien fournie et un peu chargée. Et donc j'avais prévu une communication plutôt brève pour ne pas trop rallonger cette journée. Mais le cas échéant, on pourra revenir après la communication sur certains points qui n'auront pas été assez développés. Pour ma part, je partirai des tout débuts de la carrière de Dumas comme auteur de fiction narrative, c'est-à-dire en 1826, date à laquelle Dumas fait paraître chez l'éditeur Sanson 3 nouvelles contemporaines, Laurette, Blanche de Beaulieu et Marie. Et je m'attarderai plus particulièrement sur la deuxième de ces nouvelles, Blanche de Beaulieu ou La Vendéenne. Alors je ne sais pas si vous avez à l'esprit l'action de cette nouvelle qui se passe en 1793. On est en pleine guerre civile entre royalistes et républicains. Et les 2 protagonistes sont d'abord Olivier et d'Hervilly, qui sont 2 généraux républicains qui ont été envoyés dans le bocage vendéen pour contrer l'insurrection royaliste. Olivier et d'Hervilly, ces 2 généraux assistent à un carnage de royalistes qu'ils n'ont pas eux-mêmes commandité. Et au terme de ce massacre, un jeune Vendéen vient supplier Olivier de le sauver avant de perdre connaissance. Olivier dégrafe l'habit de ce jeune soldat défaillant et découvre à cette occasion qu'il s'agit en réalité d'une jeune fille. Olivier et d'Hervilly prennent cette jeune fille, cette jeune Vendéenne sous leur protection et Olivier place même la jeune fille au sein de sa famille à Nantes afin de la protéger et de la mettre en sécurité. Malgré ces précautions, la jeune fille, Blanche, qui est la fille d'un des chefs de l'insurrection vendéenne, la jeune fille est reconnue par le représentant du peuple d'Elmar, qui fait arrêter Blanche de Beaulieu, qui l'a fait emprisonner, alors que Olivier, lui, a reçu l'ordre de rejoindre l'armée. Olivier revient à Nantes, force les portes de la prison où Blanche a été enfermée et, afin de sauver la jeune fille, afin de lui épargner l'exécution capitale, il lui propose de devenir sa femme.
Les deux jeunes gens reçoivent la bénédiction d'un prêtre qui est opportunément dans la même prison qu'eux. Ensuite de quoi, Olivier se rend à Paris, à Bride-Abattue, pour rencontrer Robespierre, de qui il espère obtenir la grâce de celle qui est désormais son épouse, Blanche. Olivier obtient de Robespierre la grâce de Blanche. Il revient le plus vite possible jusqu'à Nantes, mais il arrive quelques instants trop tard. Il arrive à l'instant où le bourreau brandit la tête de Blanche décapitée et la montre à la foule. C'est la chute de cette nouvelle. Donc, cette nouvelle paraît d'abord sous le titre Blanche de Beaulieu ou la Vendéenne en 1826, en librairie. Dumas remanie cette nouvelle en 1831 pour la faire paraître sous une nouvelle version et sous un nouveau titre, La Rose Rouge, dans la Revue des Deux Mondes. Et on pourrait s'attarder, ce que je ne ferai pas, sur les modifications que subit la nouvelle dans cette nouvelle version, avec pour principale modification le remplacement de deux personnages fictifs, Olivier et d'Hervilly, par deux personnages historiques, le général Marceau qui prend la place d'Olivier et le propre père de Dumas, le général Dumas, qui prend la place d'Hervilly. Et de fait, en décembre 1793, le général Dumas s'était trouvé quelques jours en Vendée en tant que commandant en chef de l'armée des Pyrénées occidentales, chargé de conduire un renfort à l'armée de l'Ouest. C'est sous cette nouvelle version que la nouvelle, à nouveau sous le titre de Blanche de Beaulieu, est recueillie en 1835 dans un recueil intitulé Les souvenirs d'Antony, qui paraît chez Louis Dumont. Et c'est sur cette version de 1831 que je me fonderai pour des raisons éditoriales pour les analyses suivantes. Je fais maintenant un saut jusqu'à l'autre extrémité de la carrière de Dumas en tant qu'auteur de fiction narrative et de fiction historique. De décembre 1869 à mai 1870, Dumas fait paraître dans le journal Le Siècle son dernier grand roman achevé, qui s'intitule « Création et rédemption », roman qui ne paraîtra en librairie qu'après la mort de Dumas, chez l'éditeur Lévy, sous la forme de 2 volumes intitulés « Le docteur mystérieux » et « La fille du marquis », titre retenu par l'éditeur, sans indication a priori de Dumas lui-même. Alors je ne peux pas revenir en détail sur l'intrigue de ce long roman foisonnant, intrigue que je serai amenée à évoquer plus tard. Ce qu'il m'importe de souligner pour le moment, c'est que l'action de ce roman tardif, action située entre 1785 et 1796, l'action de ce roman tardif, donc, présente d'étranges similitudes avec l'action de la nouvelle des débuts, Blanche de Beaulieu. Dans Création et rédemption, une jeune aristocrate, Eva, aime un républicain, Jacques, qui lui a sauvé la vie, et elle se voit plongée en 1793 dans la tourmente de la terreur, période au cours de laquelle elle manque être décapitée et réchappe de justesse à la mort. Dumas a consacré bien d'autres œuvres à la période de la Révolution et de la Terreur, période qui l'intéresse entre toutes, car elle est à ses yeux, comme aux yeux d'autres écrivains et penseurs du XIXe siècle, l'époque climatérique qui a fait basculer la France dans la modernité, mais aussi l'époque traumatique que tout le siècle cherche à digérer, à surmonter pour pouvoir envisager résolument l'avenir. Parmi les œuvres de Dumas consacrées à la Révolution, on pourrait notamment citer, paru entre 1846 et 1867, Le Chevalier de Maison Rouge, Joseph Balsamo, Le Collier de la Reine, Ange Pitou, La Comtesse de Charny, Ingénu, René Besson ou encore Les Blancs et les Bleus. Dans l'œuvre historique de Dumas, la Révolution française est probablement la période la plus abondamment illustrée et représentée. Je ne m'attarderai pas sur ces jalons intermédiaires, tout importants qu'ils soient, notamment les Mémoires d'un médecin et Le Chevalier de Maison Rouge. Je voudrais, de façon assez libre, prendre les 2 extrémités de la carrière de Dumas, Blanche de Beaulieu, Création et rédemption, pour les confronter. Et à la lumière de cette confrontation, mon propos sera de saisir, comme dans une sorte de miroir grossissant,
les évolutions essentielles qui marquent l'œuvre dumazienne, évolutions concernant à la fois l'écriture de la fiction historique et la représentation de la Révolution et de la terreur. Le contraste entre les deux œuvres, Blanche de Beaulieu, 1826, ou si l'on veut 1831, et Création et Rédemption, 1869-1870, le contraste entre les deux œuvres tient bien sûr d'abord à la différence de genre qui les distingue. Blanche de Beaulieu est une nouvelle, c'est un récit bref, concentré, tendu vers la chute, tandis que Création et Rédemption est un vaste roman de plusieurs centaines de pages. L'action est donc beaucoup plus resserrée dans la nouvelle, et l'action correspond au temps tragique d'une crise tranchée au sens propre par un événement fatal. À peine les deux jeunes gens appartenant chacun à un camp opposé sont-ils tombés amoureux que Blanche est reconnue, arrêtée, emprisonnée, condamnée à mort, malgré son mariage avec Marceau et la tentative de celui-ci pour la sauver. Le fait que Marceau revient à Nantes 5 minutes trop tard pour sauver son épouse souligne bien qu'on est dans le temps de l'urgence, dans un temps qui manque, qui fait défaut, et dans une précipitation qui entraîne le lecteur tout au long de ce bref récit jusqu'à sa chute sanglante. Le roman, lui, décrit de façon beaucoup plus ample et beaucoup plus détaillée la naissance de l'amour entre les deux personnages, le savant docteur et républicain Jacques Maigret et la petite Eva, de son vrai nom Hélène de Chazelet, aristocrate qui a été abandonnée dans la cabane d'un braconnier par son noble père, le marquis de Chazelet, qui juge sa fille frappée d'idiotisme et irrécupérable. Le développement de cet amour entre Jacques et Eva correspond d'abord aux étapes du traitement et de l'éducation dont Jacques, qui a recueilli la fillette, l'a fait bénéficier grâce notamment à ses dons de magnétiseur. Comme Joseph Balsamo notamment, Jacques Maigret est un héros magnétiseur, doté de ce pouvoir-là. Il sauve et pétrit en quelque sorte à force de volonté et d'amour ce corps débile et cette âme, de sorte que le mythe de Pygmalion est à l'horizon de tout le roman, dont on comprend mieux la première partie du titre, Création. Création qui renvoie aussi au fantasme démiurgique de Jacques. C'était une nature de Dieu, lit-on dans le roman, incapable d'aimer un être qu'il n'aurait point créé lui-même. Cet amour entre Jacques et Eva sera ensuite soumis à l'épreuve de la séparation au cours des années révolutionnaires. Jacques, siégeant à la Convention, est envoyé en mission par Danton, à la frontière nord-est de la France puis à l'étranger. Eva, quant à elle, qui a été arrachée à son protecteur par le marquis de Chazelet, Eva est exilée à Vienne avant de revenir à Paris en pleine terreur, où elle espère retrouver Jacques, qui lui-même est parti à Vienne pour essayer de retrouver la jeune fille. Une fois cette époque sanglante refermée, les deux jeunes gens se retrouvent en 1796, mais ils auront encore à se réconcilier, puisque Eva, au moment de Thermidor, à l'été 1794, apprend-on, Eva est devenue la maîtresse de Barras, alors qu'elle croit Jacques mort, et elle a donc commis une faute dont elle doit se racheter, d'où la seconde partie du titre, Rédemption. La fin du roman, se concluant par le mariage d'Eva pardonnée et de Jacques, est optimiste et heureuse, tandis que le dénouement de la nouvelle était macabre et tragique. Le traitement de l'intrigue dans la nouvelle, au lieu de développer les tenants et les aboutissants de la période révolutionnaire et des différents soubresauts qui la scandent, se concentre en outre sur la guerre de Vendée, au sommet de la terreur, et donne à voir ce sentiment, la terreur, de façon obsédante tout au long du récit. Blanche de Beaulieu s'ouvre, ou presque, sur une scène de carnage qui provoque la peur panique du personnage éponyme, dont la frayeur dénonce le sexe. Marceau s'étonne en effet de cette émotion extrême chez ce jeune soldat qui, évanoui, révèle qu'il est une jeune fille. En dépit de brèves périodes d'accalmie, ce sentiment de terreur ne cesse de s'emparer de Blanche de Beaulieu. Confrontée aux représentants du peuple d'Aylmar,
Elle apparaît ainsi, je cite, « debout, pâle et froide comme une statue de la terreur ». Son agitation atteint un sommet d'intensité alors qu'elle a été jetée en prison et que s'ensuivent des scènes frénétiques entre elle et Jacques, entre elle et Marceau, qu'elle refuse dans un premier temps d'épouser. Et la dernière image que le lecteur, érigé en spectateur, aura de l'héroïne éponyme, cette dernière image est celle de sa tête, une rose rouge serrée entre les dents, alors que le bourreau vient de la décapiter. Tête coupée médusante, qui est comme l'emblème de la terreur. On trouve de nombreuses têtes coupées chez Dumas, mais celle-ci a ceci de particulièrement frappant qu'elle clôt brutalement la nouvelle. Je cite le dénouement de Blanche de Beaulieu. « En ce moment, le bourreau, saisissant par ses longs cheveux blonds la tête d'une jeune fille, présentait au peuple ce hideux spectacle. La foule épouvantée se détournait avec effroi, car elle croyait lui voir vomir des flots de sang. Tout à coup, au milieu de cette foule muette, un cri de rage, dans lequel semblent s'être épuisées toutes les forces humaines, se fait entendre. Marceau venait de reconnaître, entre les dents de cette tête, la rose rouge qu'il avait donnée à la jeune Vendéenne. » Blanche de Beaulieu cultive donc une esthétique quelque peu frénétique et macabre, esthétique encore très en vogue dans les années 1820 et 1830, et qu'on retrouvera d'ailleurs dans les récits fantastiques que Dumas écrit vers 1849, Les Mille et un fantômes, La femme au collier de velours, récits qui tous gravitent chacun à leur manière autour du motif de la tête coupée et de la terreur. La chute de Blanche de Beaulieu est même si terrifiante qu'elle fait basculer la fin du texte dans un climat fantastique, fantastique fondé sur un trouble violent, né de l'hésitation entre, d'une part, croire à la réalité incroyable de ce qu'on voit, regarder en face le spectacle traumatique, ou, d'autre part, l'interpréter comme le fruit d'un cauchemar, d'une hallucination ou d'une crise de folie. La fin de la nouvelle, focalisée sur le personnage de Marceau, adopte le point de vue et les réactions de celui-ci face à cette vision bouleversante. Dans Création et Rédemption, la terreur née de la sanglante fantasmagorie des événements de 1793 est également au centre d'une partie du roman. Il s'agit de la partie durant laquelle Eva, seule, sans soutien, affronte à Paris le spectacle de la terreur et assiste à des exécutions à la chaîne dont elle-même manque être victime. Cette partie, c'est-à-dire le sommet de la terreur, est racontée par Eva elle-même sous la forme d'un journal intime que Jacques trouve et dont il prend connaissance, apprenant par cette lecture par quelles épreuves Eva est traversée en son absence. Ce qui l'amènera d'ailleurs, in fine, à lui pardonner sa faute. Les événements de la terreur sont donc directement racontés par Eva, à la première personne, soit à travers le point de vue et les émotions d'une jeune fille bouleversée qui croit, à plusieurs reprises, perdre la raison ou sombrer dans un cauchemar sanglant. Je cite un passage du roman, raconté donc à la première personne par Eva, consigné dans son journal intime. Eva écrit « Je ne saurais moi-même me rendre compte de l'ébranlement étrange qui secoue mon cerveau. Je ne sais pas comment cela se fait, mais il me semble que je ne suis plus complètement maîtresse de moi-même et qu'il y a en moi une fatalité plus forte que ma volonté. J'ai parfois des espèces d'hallucinations pendant lesquelles il me semble que, le jour où j'ai pris place dans la charrette, j'ai été véritablement guillotinée. Je crois parfois en rêve que je sens la douleur de la hache passant entre les vertèbres de mon cou. Je me dis que depuis ce jour, je suis morte et que c'est mon ombre qui croit vivre et s'agite encore sur la terre. » On retrouve donc dans le roman un climat fantastique, fondé sur le trouble, l'hésitation à opter entre une interprétation irrationnelle ou rationnelle des événements. Mais dans le roman, le fantastique, le trouble, l'incompréhension ne sont qu'une étape qui sera en définitive surmontée au profit de l'apaisement et de la réconciliation. Alors que dans la nouvelle initiale, le fantastique clôt le récit sur un excès de trouble et de terreur qui laisse le personnage survivant plongé dans la stupéfaction, tout comme le lecteur. Cette différence dans l'usage du fantastique et dans le statut de la terreur
tient à une évolution majeure qui se lie entre les deux œuvres, et c'est sur cette évolution d'ordre idéologique que je voudrais à présent m'attarder, après avoir souligné des différences d'ordre générique et esthétique. Dès Blanche de Beaulieu, et probablement avant cela, Dumas, on le sait, est républicain. On songe au choix fondateur qu'il fait, âgé d'une 12aine d'années seulement, il le rapporte dans mes mémoires, on songe au choix fondateur qu'il fait en adoptant le nom plébéien de son père, Dumas, au détriment de celui aristocratique de son marquis de grand-père. Ces convictions républicaines s'affirmeront et s'exprimeront ensuite lors de divers épisodes, sur lesquels je ne reviens pas. Au début encore des années 1830, cependant, Dumas, comme bien d'autres écrivains et penseurs de son temps, en dépit de son républicanisme, Dumas peine à envisager sereinement, à comprendre véritablement la période de la Terreur. Lequel de nous, demande-t-il dans Blanche de Beaulieu, lequel de nous n'a pas eu toute son éducation politique à refaire avant d'oser envisager froidement ce chiffre fatal, 93 ? De même, pour Hugo, qui ne parviendra qu'au terme de sa carrière à écrire le roman sur la Révolution auquel il songe depuis longtemps, 93, de même pour Hugo, la terreur est ce point noir dans le ciel bleu de la Révolution. Donc, finalement, même pour des penseurs progressistes et républicains tels que Hugo lui aussi est devenu, la terreur pose problème en tant que paroxysme marqué par la guerre civile entre républicains et royalistes, marqué aussi par l'exécution de dizaines de milliers d'ennemis avérés ou présumés de la Révolution. Pour Dumas, la terreur est également, je le cite, « ce fantôme sanglant qui fit la Révolution si longtemps incomprise ». Dans Blanche de Beaulieu, on voit clairement que ce spectre sanglant continue à fasciner et à épouvanter. Il y a bien une tentative dans la nouvelle pour essayer d'éclairer et justifier la terreur. Cette tentative est placée dans la bouche de Robespierre, que Marceau rencontre à Paris alors qu'il est allé lui réclamer la grâce de Blanche. Le montagnard, Robespierre, demande au jeune général, malgré l'urgence de la situation, 5 minutes pour lui exposer sa vision des choses et pour se justifier des mesures extrêmes qu'il a dû prendre. Mesures destinées, selon lui, à régénérer la nation. Mais il est finalement terriblement ironique que ces 5 minutes prises par Robespierre pour justifier son action, ces 5 minutes sont justement celles qui manquent à Marceau pour sauver Blanche, qu'il retrouve fraîchement décapitée. En outre, ce discours de Robespierre est directement placé dans la bouche du personnage et apparaît comme un morceau d'éloquence, placé en plus dans le cadre du théâtre de l'Odéon, où se trouve alors Robespierre. Et ce discours n'apparaît pas comme une réflexion assumée par le narrateur-auteur lui-même. Dans Blanche de Beaulieu, on peut dire que la terreur n'est pas digérée, pas dépassée, elle reste médusante, paralysant l'appréhension de l'avenir. Qu'en est-il en 1869-1870 dans Création et Rédemption ? Selon moi, la pensée politique de Dumas y a atteint toute son ampleur, toute sa cohérence, et elle intègre désormais 93 à une vision globale et pacifiée de la période révolutionnaire. Dans le roman, se succèdent en effet 3 différentes utopies ou dystopies qui permettent au romancier de formuler, ou plutôt de figurer, par les moyens propres de la fiction, sa pensée historique, politique et sociale. Quels sont ces 3 moments qui se succèdent dans le roman ? D'abord, une petite utopie apolitique, l'utopie idyllique d'Argenton, dans laquelle, coupés du monde, dans un jardin paradisiaque, sont reclus Jacques et Eva. S'abat ensuite la grande tourmente révolutionnaire, durant laquelle les 2 jeunes gens sont séparés. Eva est arrachée à Jacques par le marquis de Chazelet et le privilège de sa caste se traduit alors pour elle par un exil en Autriche, puis par un retour à Paris où elle encourt, en tant qu'aristocrate, le danger d'être guillotinée. Quant à Jacques,
Il accomplit différentes missions dont le charge Danton au profit de la cause républicaine, mais il accomplit ses missions essentiellement à l'étranger. Il sert de guide au général Dumouriez dans la forêt d'Argonne lors de la campagne de Champagne. Il soigne les blessés, il rapporte à la Convention les drapeaux arrachés aux Autrichiens et aux Prussiens à Valmy puis à Jemmapes. Et après la proscription des Girondins au printemps 1793, à partir de cette proscription, Jacques passera en fait toute la fin de la Révolution en exil, en Amérique, assistant finalement de loin aux événements et dans une position de témoin plutôt que d'acteur directement impliqué dans les événements. De même, c'est en témoin halluciné qu'Eva assiste, une fois revenue à Paris, à la Terreur, et son journal intime retrouvé par Jacques, dont j'ai lu un extrait, son journal intime s'apparente à une sorte de journal en enfer, voyage qui retrace la découverte d'une véritable dystopie, un univers régi par des lois implacables, sanglantes, au profit d'un idéal dont le visage est pour l'heure celui de la monstrueuse Méduse. Après Thermidor et la mise en place du directoire, et une fois les jeunes gens réunis en 1796, une dernière utopie viendra clore le roman, utopie à nouveau agreste, alors que Jacques et Eva, loin de la scène parisienne et politique, privilégient pour finir la philanthropie comme mode d'action et font régner la prospérité et l'harmonie à Argenton, dans le Berry, harmonie dont leur union sera finalement l'image. Cette utopie finale peut apparaître comme une utopie très réformiste et modérée, mais elle aboutit néanmoins à un dépassement des clivages politiques et sociaux, puisque on assiste au mariage entre un homme du peuple, républicain, et une aristocrate, mariage qui offre finalement la figure apaisée d'une France post-révolutionnaire réconciliée, où les fautes ont été expiées dans le sang et par conséquent pardonnées. Dénouement où s'exprime donc de la part de l'auteur un républicanisme de cœur quasiment utopique qu'il nomme pour sa part sa religion du monde nouveau. Dans cette évolution de Dumas vers une vision apaisée et optimiste de la période révolutionnaire et de ses suites, des influences extérieures auront compté. On pourrait notamment développer l'influence qu'a eue l'historien républicain Michelet et sa vaste histoire de la Révolution sur notre auteur, qui cite Michelet comme « mon maître, l'homme que j'admire comme historien et je dirais presque comme poète au-dessus de tous ». Mais Dumas, dans ce processus, aura aussi mis à profit tout son talent et sa maîtrise d'écrivain, y compris des procédés développés en écrivant des nouvelles. Alors c'est quelque chose qui mériterait d'être développé, mais l'usage du fantastique, notamment, lui permet, dans Création et Rédemption, de figurer du point de vue d'Eva, victime passive des événements, le traumatisme engendré par la terreur, et lui permet de dépasser celui-ci une fois dissipé le trouble, une fois Eva sauvée. De même, la figuration des acteurs de la terreur tels que Danton ou Marat sous la forme de créatures mythologiques, titan sublime pour Danton, créature monstrueuse pour Marat, sont un autre moyen trouvé par le romancier pour exonérer en quelque sorte le peuple français de ses crimes et pour figurer les mystères de ce bouleversement historique mis en œuvre par des êtres en quelque sorte hors de l'humanité, êtres pourtant suscités et guidés par la Providence dans l'accomplissement de leur mission terrible. Je noterai pour finir que le progrès dans la compréhension du devenir historique et de sa signification passe aussi par la complexité et l'autonomie plus grande accordée à la figure féminine. Blanche de Beaulieu, dans la nouvelle des débuts, est une jeune fille, pour ainsi dire, sans épaisseur, totalement passive, qui passe de la protection de son père à la protection de son amant, à la protection de Marceau, avant de finir victime épouvantée entre les mains du bourreau. Et si le personnage, au début, apparaît sous un costume d'homme, c'est essentiellement à des fins dramatiques et quelque peu érotiques, mais jamais Blanche ne témoigne de qualité virile, ni d'une véritable volonté propre. Eva, elle, a beaucoup plus d'épaisseur et d'indépendance. Elle est d'abord victime d'abandon, faible, vulnérable,
mais elle se fortifie et s'éduque. La nouvelle Blanche de Beaulieu montre la pétrification d'une jeune fille en statue sous l'effet de la terreur. Dans Création et Rédemption, au contraire, cette fable s'inverse, puisque, conformément au mythe de Pygmalion, une statue inanimée se transforme en jeune fille, s'animant et développant progressivement des forces physiques, intellectuelles, émotionnelles, spirituelles. Outre le mythe de Pygmalion, c'est aussi le mythe d'Orphée et Eurydice que réécrit le roman. Pour Jacques, il s'agit d'abord de plonger au plus profond de cet enfer qu'on appelle l'imbécilité et de venir chercher une intelligence accroupie dans les ténèbres de la mort et, comme Orphée avait fait pour Eurydice, de la ramener malgré les dieux à la lumière du jour. Ces ténèbres de la mort seront une seconde fois traversées par Eva. C'est seule, livrée à ses propres ressources, qu'elle connaîtra finalement les plus grandes épreuves de son histoire et de l'histoire tout court, se sauvant en perdant son intégrité et atteignant finalement le salut et le bonheur par-delà ses épreuves, par-delà ses propres fautes et sa culpabilité. Eva, contrairement à la pâle Blanche, a pleinement accédé au statut d'adulte. Elle s'est autant que possible émancipée, même si pour finir c'est la figure d'un couple qui triomphe, comme si chez Dumas la fondation d'une France républicaine se pensait sur le modèle d'une nouvelle alliance conclue entre un Adam et une Ève, rédimés du péché, mais par leur propre volonté. Pour conclure, on mesure à travers la confrontation de la nouvelle des débuts et du roman de la fin, de la presque fin, on mesure quelles constantes, mais aussi quelles évolutions déterminantes marquent l'œuvre de Dumas. Ce que révèle de façon frappante cette confrontation, c'est que l'art du roman historique mis au point puis développé par Dumas est parfaitement adéquat à une pensée historique et politique. Dans Création et Rédemption, en effet, l'intrigue sentimentale et les aventures des personnages viennent réfléchir et symboliser le sens progressiste et la logique providentielle que Dumas assigne aux événements. On voit bien finalement comment Dumas ne pouvait pas se cantonner dans le simple récit historique, lui qui charge la fiction romanesque non seulement d'éclairer et de révéler le sens de l'histoire, mais également d'en infléchir le cours selon l'idéal démocratique qu'il forge de l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président. J'arrive, très vite. Donc, questionnement devant cette belle démonstration à la fois de la continuité de la pensée d'Alexandre Dumas sur la Révolution. Il faut dire que la Révolution est le thème essentiel de la littérature romanesque du XIXe siècle. Il faut se rendre compte que la Révolution, pour un romantique, c'était hier. C'est-à-dire qu'il y a une proximité entre la Révolution et Dumas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une dizaine d'années, en fait, et Dumas arrive dans la Révolution. Donc, il ne peut se penser qu'à travers une pensée de la Révolution. Et donc, il m'a semblé que cette communication montrait bien cette permanence, cette persistance de la Révolution de la réflexion sur la Révolution dans l'œuvre de Dumas. Bien entendu, l'habileté, ça a été de rassembler le premier et le dernier, la dernière œuvre et la œuvre très différente, mais malgré tout qui traitent du même thème. Est-ce que parmi vous, j'en suis sûr, il y a des questionnements que peut-être Julie essaiera de résoudre? Voilà, Angèle. Oui, moi, j'ai été assez étonnée à la lecture de ce roman, c'est-à-dire de l'attitude de Jacques comme Eva, à l'écroyant mort, elle devient la maîtresse du Marat, et d'une certaine manière, entre guillemets, elle les trompe. Quand il l'apprend, il
prend une attitude tout à fait... J'imagine qu'elle s'explique par la désillusion déjà envers ces mythes féminins qu'il s'était forgés, mais il chasse de lui l'image de la jeune fille, il l'écarte complètement et il est incapable de pardonner. Ce que je trouve très différent, par exemple, de ce que Dumas fait quand il parle de la comtesse de Charny ou Gilbert, que Gilbert a violé et que tout le monde le pardonne et que les comtes de Charny acceptent tout ce qui lui est arrivé. Alors, comment expliquer cette attitude du jeune homme à la lumière de la Révolution et des Lumières, parce qu'il devrait être au moins plus tolérant, plus conciliant et accepter donc Eva et accepter grâce, à cause des pensées de l'avoir perdue et à cause des difficultés qu'elle traverse, d'accepter qu'elle s'était accommodée. C'était peut-être parce que l'idéal dont qu'il avait forgé s'effondre ou quelque chose mais parce que la réaction, c'est très dur. Et ça dure beaucoup de chapitres. Même quand il lit les journaux, il continue à penser qu'il accorde le pardon à la fin. La première justification, elle est psychologique. Dumas le dit explicitement. Même un homme aussi juste et bienveillant que Jacques peut être conduit à une certaine cruauté dès lors qu'une femme qu'il aime la fait souffrir. Et la souffrance qu'il ressent et la cruauté qu'il témoigne à Eva est d'une certaine façon à la hauteur de l'amour absolu qu'il a pour elle. Donc ça, c'est la justification, disons, psychologique, qui est formulée de façon assez rapide par Dumas. La véritable justification, elle est dramatique et romanesque. Si Jacques pardonnait immédiatement à Eva, on n'aurait pas justement toutes ces aventures de la fin du roman. Ce qui permettra à Jacques de pardonner à Eva, c'est notamment une tentative de suicide de la jeune fille qui essaye de se jeter dans la Seine. Mais c'est aussi justement le fait de prendre connaissance de son journal intime et de comprendre à travers le point de vue d'Eva elle-même à quelle solitude elle a été confrontée et à quel bouleversement aussi elle a été confrontée au moment de la terreur. Donc c'est finalement la prise en considération des souffrances de la jeune fille, des épreuves qu'elle traverse, qui permettront à Jacques de redevenir humain et de pardonner à Eva. Mais le happy end, il arrive effectivement à la toute fin, et il fallait que Jacques soit cruel pour que le lecteur ait toutes ses aventures encore à lire. Je pense que c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, très intelligent, ce parcours, qui met bien en évidence que, en quelque sorte, Dumas s'approprie donc un récit collectif dans la Révolution. Mais qu'à l'intérieur de ça, quelle serait, comment ça, il y a aussi du mythe personnel, en particulier, c'est la récurrence des têtes coupées. Il y a des échos, il semble, chez Dumas, des échos sadiens. Est-ce que Dumas a lu Sade? Sade s'est lu sous le manteau pendant tout le XIXe siècle. En particulier Flaubert, c'était clair. Alors, je ne sais pas si Dumas a lu ça, mais là, quand on parle de climat fantastique, je me dis qu'il faudrait peut-être creuser du côté du fantasmatique, c'est-à-dire ce qui est propre à la fascination de l'auteur Dumas. Son fantasme. Il y a quand même, par exemple, ce qui m'avait frappé dans Monte-Cristo, là, en le relisant, c'est l'histoire du carnaval à Rome et cette description
de la Mazzolata. Je disais, mais alors, et là, il y a une indication qui est extraordinaire, c'est le conte qui veut aller voir comment ça se passe quand on passe de vie à trépas. Alors on peut dire, bon, c'est la fascination de la vie jusqu'au bout. Mais aussi, il y a quand même une récurrence de toutes ces cruautés qui évoquent le monde de Sade. Tout d'abord, je réponds seulement à une petite question de détail. Dumas a peut-être lu Sade, en tout cas, il parle de Sade, mais avec horreur. Oui, mais... Pour lui, c'est quelqu'un qui écrit ce il n'est pas possible d'écrire ce que Sartre a écrit. Bon, ça, c'est un rejet de Sade. Que là, par ailleurs, il n'est pas contamination, malgré tout, d'une lecture de Sade, je n'en sais rien, à vrai dire. Oui, je crois que quand même, s'agissant de cette récurrence assez frappante, effectivement, des têtes coupées chez Dumas, mais partout, enfin, je veux dire, la tête coupée, la guillotine, hante, sont vraiment des motifs qui hantent tout le 19e siècle. Je crois qu'il est quand même important de revenir à ce que disait Claude, c'est-à-dire que la Révolution, c'est de l'histoire toute récente. Et il faut quand même bien mesurer le traumatisme qu'a pu constituer pour les contemporains et pour les enfants des contemporains le fait de voir littéralement couler un fleuve de sang. Il y a cette image qui revient, c'est par exemple dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, il dit il y a un fleuve de sang qui sépare l'ancienne France de la France moderne. Cette image, elle est tout à fait concrète, c'est le fleuve de sang qui coulait de la place de la Révolution et qui inondait les rues de Paris en 1793, au moment où des exécutions en série étaient exécutées, où il y avait des charrettes qui défilaient, qui affluaient. Donc ce traumatisme, je pense qu'il est très concret pour expliquer. Et je pense qu'il n'est pas étranger à la vogue aussi du fantastique, parce que pendant cette période de la Révolution, c'est expérimenté la question justement des frontières entre la vie et la mort. Il y avait des expériences qui étaient pratiquées sur les condamnés pour voir à quel point la vie se maintenait encore dans la tête après que celle-ci avait été détachée du tronc, etc. Donc je crois que ça a donné corps aussi à toutes ces interrogations sur les frontières entre la chair et l'esprit, entre la vie et la mort, et c'est quelque chose qui irrigue aussi le courant fantastique, qui est très fort dans les années 1820, 1830 et encore au-delà. Donc la question de la cruauté, oui, elle est intéressante. Est-ce qu'il y a par ailleurs un certain attrait pour la cruauté chez Dumas ? Moi, c'est vrai que c'est surtout la lecture historique qui m'intéresse, mais elle n'exclut pas une lecture fantasmatique que vous suggérez. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre justement cette espèce de fascination de l'histoire qui répond à la fantasme X. Autre questionnement. Ce qu'il faut dire, c'est que la tête coupée, Dieu sait, plonge nécessairement dans la terreur. On est mal placé ou bien placé pour le savoir actuellement. C'est un motif. Vraiment, c'est la terreur en soi, la tête coupée. Parce que c'est couper l'humain dans ce qu'il a de plus noble, en fait. Et donc, c'est épouvantable, et c'est repris ici par Dumas. Autre questionnement. Si je peux juste faire encore une remarque, c'est que il y a à plusieurs reprises, Dumas présente plutôt évoque la figure du docteur Guillotin, l'inventeur de la guillotine, et à plusieurs reprises il pose la question aussi de la peine de mort, et donc la figure du docteur Guillotin, c'est cette figure quand même très paradoxale ou ambivalente d'un philanthrope qui crée cette machine de mort, mais pour
minimiser la souffrance. Donc la question de la souffrance, de la mise à mort comme ça, à la fois barbare et clémente, enfin c'est quelque chose qui circule aussi, qui revient à plusieurs reprises chez Dumas, mais ouais, moi je ne verrais pas d'imaginaire sadien chez Dumas, parce qu'à chaque fois c'est justement plutôt repris sous l'angle d'une possible clémence ou philanthropie ou... La pitié. Oui, de la pitié, parce exactement. que très souvent, la tête coupée est d'une tête de femme. Alors là, on peut dire que c'est peut-être... Mais je pense, par exemple, à la femme au collier de velours. Bon, c'est aussi une femme qui est dans Le Chevalier de Maison Rouge. Tout le monde va passer à la guillotine, mais bon, Geneviève d'Ixmer est le personnage central de femme qui va être la première... faire partie des guillotines. Et donc, la guillotine est la tête coupée est un des thèmes majeurs qui évoque justement cette pitié. Et donc, c'est un thème historique, mais c'est un thème aussi psychologique ou psychanalytique, ou pourquoi pas. Je ne voulais pas être un peu sauvage, mais la psychanalyse, évidemment, ce qui est en jeu là, c'est ce qu'on appelle la castration. Mais la castration, ce n'est pas une opération vétérinaire. Chirurgicale. C'est une simplement prendre conscience du fait qu'on est mortel. La question de la limite. Mais tout de même, il y a quand même aussi, dans la castration, cette image du manque, il manque quelque chose. Et la figure de la castration par excellence, je pense, c'est la femme. À vous de creuser. Moi, je m'en vais prudemment.